Bien, merci Mathilde. Alors, je suis donc chargé de vous faire quelques rappels généraux sur la question des médias qui ne se veulent absolument pas exhaustifs. Acrimed, les penseurs qui travaillent sur cette question la présentent bien mieux que nous. Et donc, pour nous rafraîchir la mémoire, rappelons-nous d'abord que les médias sont une industrie, une activité économique comme les autres, à la recherche de la rentabilité. Si l'on les observe matériellement, on ne peut que conclure qu'ils sont un secteur économique fondé sur la recherche du profit. C'est donc d'abord comme une industrie culturelle qu'il faut les aborder, et non comme une activité spécifique. L'exigence de la rentabilité, sur laquelle repose toute activité économique, conduit à privilégier les formules journalistiques les moins coûteuses et les plus rentables. Il faut vendre à moindre coût. Pour ce faire, c'est l'immédiateté qui domine, les reportages, les enquêtes longues et complexes étant abandonnés au profit de la réaction et du commentaire. Ensuite, le modèle économique sur lequel repose la plupart des médias est aujourd'hui beaucoup plus dépendant des ressources publicitaires que des ressources liées à l'achat de leur travail de presse, abonnement, diffusion au numéro, redevance. La chasse à l'annonceur conduit la plupart des médias à considérer que leur métier est moins d'enquêter, de trouver l'information la plus pertinente que de chasser l'annonceur, et de vendre ainsi du temps de cerveau disponible. Cela a une incidence sur le type de contenu produit par les médias qui cherchent à plaire au plus grand public, ou ce qui est supposé plaire au plus grand public. Cela a aussi une incidence sur la façon dont l'activité journaliste est menée sous la pression constante des chiffres, de vente ou d'audimat. Cette dépendance à la publicité a une autre conséquence: il ne faut pas déplaire aux annonceurs, et les médias intériorisent donc une forme de censure larvée, une autocensure, qui est le contrôle de la ligne éditoriale par les annonceurs. L'exemple récent de Merci Patron est révélateur, avec le choix entre choisir de parler du film ou de publier la campagne toute récente de LVMH. Autre point, la concentration de la propriété des principaux médias. Sous l'apparente multiplicité des titres de presse, le paysage médiatique est particulièrement concentré entre quelques grands groupes, qu'il s'agisse de la presse nationale ou de la PQR, souvent oubliée, mais qui est la presse la plus lue de France. Le Ouest France, par exemple, tire à 700 000 exemplaires par jour. Alors ce sont donc des conglomérats économiques, quelques familles qui détiennent les principaux médias français, ceux diffusés le plus largement, les plus accessibles. À cet égard, la carte publiée par le Monde diplomatique est récemment actualisée et tout à fait révélatrice. Alors quelles conséquences sur la production de l'information? Malgré les belles chartes éthiques, c'est évidemment le propriétaire du journal qui détermine la ligne éditoriale de ce dernier. L'exemple récent de la rédaction d'ITélé en grève en raison de l'arrivée d'un suspect d'agression sexuelle sur mineur au sein de la rédaction, s'il ne porte pas sur la ligne éditoriale du média, est révélateur. Dans une entreprise de presse comme une autre, le propriétaire décide, les salariés obéissent. C'est bien celui qui paye les musiciens qui choisit la musique. Ainsi, nul mot des déboires de Jean-Michel Baillet dans les journaux du groupe La Dépêche, dont il est propriétaire, mais louanges continuelles. Nul mot des déboires judiciaires de Serge Dassault dans le Figaro, qui se félicite des ventes du Rafale. Rien sur les pratiques des banques du CM11-CIC dans les journaux que ces banques détiennent, etc., etc., etc. Alors ensuite, le scandale des aides à la presse. Concernant ce fait, rappelons-nous que ce secteur qui vend à longueur d'édito la chasse aux assistés est le plus assisté de tous. Les aides représentent entre 7 et 11% des revenus des éditeurs de presse. Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Point, grand pourfendeur de cet assistanat sur C1, a perçu jusqu'à 4,5 millions d'euros d'aides publiques en 2013. Télé 7 jours, Téléstar, Télé Loisirs et TéléZ ont à eux 4 perçu 20 millions d'euros encore en 2013, peut-être en raison de la profondeur d'analyse de leurs mots fléchés. Quant au Monde diplomatique, c'est seulement 108 000 euros en 2013 encore. Il est vrai, c'est un mensuel critique, c'est une tare. Alors ce mécanisme des aides à la presse représente un budget considérable, 744 millions d'euros encore en 2013, tout en étant absolument incapable d'enrayer d'une part la crise de la presse
et d'encourager au développement d'une presse indépendante des pouvoirs économiques, politiques et une presse de qualité. Ensuite, l'homogénéité, j'ai répété, ça n'a pas marché, des discours comme conséquence du fonctionnement des médias, en vase clos. Alors, cette homogénéité des discours, des médias dominants, Pierre Bourdieu l'expliquait par le phénomène de circulation circulaire de l'information. Les informations diffusées par les médias sont très souvent des informations produites par d'autres médias. Alors comment l'expliquer? Le monde des journalistes, ou plus exact, le monde des éditorialistes, est un petit monde qui a tendance à fonctionner de façon autonome et auto-centrée. On se lit, on se voit, on se compare, on s'enlouange, on se complimente. Et surtout, on fait la même chose que son voisin. Personne ne lit autant les journaux que les journalistes qui sont imprégnés de discours journalistiques. Comme le rappelait Serge Halimi dans Les Nouveaux Chiens de Garde, les éditorialistes et les directeurs de rédaction sont par ailleurs interchangeables, à l'image de Laurent Geoffrin, qui commence sa carrière en 1980 à Libération, passe en 88 au Nouvel Observateur, avant de faire en 96, 99, 2011 et 2006, 2011 et 2014, des allers-retours entre ces deux titres. Alors ensuite, le journalisme de révérence, décidément, comme norme professionnelle. Alors la révérence avec le monde politique est patente. Tout récemment encore, la difficulté de David Pujadas à interroger Nicolas Sarkozy sur les révélations de Mediapart concernant le financement libyen de sa campagne en 2007 illustre le refus de poser les questions polémiques. Cela s'explique par la formation des principaux journalistes, souvent passés par les mêmes écoles que les hommes politiques, par exemple Sciences Po, et appartenant à la même classe sociale. Cela s'explique aussi par la dépendance relative du champ médiatique au champ politique. Les médias sont en concurrence entre eux pour publier le scoop, l'information en premier, et peuvent rechigner à se fâcher, entre guillemets, avec un personnage public qui pourrait par la suite refuser de les intégrer à sa stratégie médiatique. Ensuite, l'entendement journalistique comme incorporation à l'extrême des attentes de l'audimat. Alors la volonté de plaire au plus grand nombre ou de produire un discours dans la norme supposée pousse à une ligne éditoriale épousant les représentations du temps, les modes, la Juppémania, la Macromania, à l'opposé d'un journalisme d'enquête et de description de la réalité sociale. Préjugés et représentations faciles, simplification à l'extrême, comme sur les banlieues, les cités, empêchent tout discours complexe. Enfin, les conditions de production, l'urgence et la précarité qui affectent les contenus. L'urgence comme condition d'exercice et son corollaire, le fast thinking, évoqué par Bourdieu sur la télévision, affecte les contenus médiatiques. Les médias ne sont pas le cadre d'une pensée développée, notamment les médias audiovisuels, mais entretiennent des locuteurs spécialisés, habitués à parler de tout et de rien, sans maîtriser le sujet en question. C'est l'exemple de C'est dans l'air sur France 5, avec des intervenants, toujours les mêmes, généralement des hommes blancs de plus de 50 ans, qui ne maîtrisent pas le sujet dont il est question et plaquent des discours tout faits. Beaucoup de journalistes, par ailleurs, en particulier dans la sphère audiovisuelle encore, sont quant à eux des pigistes. Leur précarité les pousse d'autant plus au conformisme et à l'autocensure, comme le montre Alain Accardo. L'événement, le fait, peut enfin très bien être produit par les médias eux-mêmes. Dans de telles boucles de l'information, ce n'est pas tant que l'information soit pertinente qui motive sa diffusion, que d'autres médias l'ont relayé précédemment, notamment si ces médias sont influents, comme les journaux télévisés. Il faudrait aussi souligner le rôle des écoles de journalisme dans la construction de cet habitus professionnel, comme témoignait François Ruffin dans Les Petits Soldats du journalisme. Alors voilà pour ces quelques rappels qui ne se voulaient pas exhaustifs encore, mais avaient pour but de nous rafraîchir la mémoire. C'est vrai qu'avec les récentes réussites des médias, des principaux médias, la prévision de la victoire d'Hillary Clinton, d'Alain Juppé, sur le Brexit, on aurait pu oublier tout le reste. Alors l'objet de la causerie de ce soir, ce n'est pas tout ce reste, c'est le comment, ce qu'a dit Mathilde, la transformation des médias. Donc laissons donc la parole au ministre de la réforme des médias d'un gouvernement de transformation sociale, Julien Saint-Lac.